rapprochements qui ont été établis par la critique entre Camus et Monterland concernent essentiellement les accents nietzschéens de certains de leurs écrits, leur intérêt pour le sport, en particulier le foot, et leur fascination pour l'Orient. Pierre-Louis Ray, dans le dictionnaire Albert Camus, signale par exemple des affinités assez étonnantes entre « Il y a encore des paradis » de Monterland et « L'été à Alger » de Camus. Mais l'écart générationnel entre les deux écrivains, Monterland est de 18 ans l'aîné de Camus, et leurs choix esthétiques et idéologiques bien divergents, explique pour une large part le peu d'études comparées auxquelles ont donné lieu leurs écrits. Le théâtre du siècle d'or offre en cela un angle d'approche à même d'enrichir la confrontation entre ces deux écrivains qui, si éloignés soient-ils, sont tous les deux fascinés par l'Espagne, leur seconde patrie, pour reprendre la formule de Camus, et ils sont tous les deux passionnés par l'art dramatique. Mais ce qui est intéressant, c'est que la pratique de l'écriture théâtrale n'a pas eu du tout le même impact sur l'image respective de ces deux polygraphes. Si le dramaturge Monterland, et plus encore l'auteur de La Reine morte, a éclipsé le Monterland romancier et essayiste, Camus, au contraire, déplore que son propre théâtre soit trop souvent envisagé comme un aspect mineur et regrettable de sa production. Quant à l'hispanophilie des deux écrivains, elle revêt des enjeux très différents. Cette divergence se traduit tout d'abord par la relation que chacun des deux écrivains tisse avec les sources espagnoles. L'attitude désinvolte, voire hautaine de Monterland à l'égard des dramaturges du siècle d'or se distingue nettement de la démarche de Camus, soucieux de ne pas gommer ce qu'il appelle la marque d'origine de ses pièces. La différence d'enjeu dont sont porteuses ces réécritures ne doit pas occulter la fascination qu'exercent sur les deux auteurs le sens de l'honneur et de la grandeur qui anime les héros de Calderón, de Lope de Vega et de Guevara. Il conviendra dès lors de s'interroger sur le sens que chacun des deux écrivains entend donner au mot honneur et grandeur, terme voué à entrer particulièrement en résonance avec la morale chevaleresque qu'affiche Monterland et le style très corseté qu'il aime cultiver. Tout en veillant à ne pas enfermer complètement l'auteur de La Reine morte dans un élitisme un peu rétrograde et Camus dans un progressisme insensible au classicisme, il s'agira de montrer que le regard de ces deux écrivains aussi sur le théâtre du siècle d'or est indissociable de leur conception de la représentation scénique. Représentation scénique essentielle pour Camus, secondaire, voire très dangereuse pour Monterland. Alors je vais tout d'abord me pencher sur le rapport de Camus et de Monterland aux sources espagnoles. La dévotion à la croix témoigne de deux passions, le théâtre et l'Espagne, qui ont habité Camus tout au long de son existence. Ce constat, donc dressé en 2013 par Jean Canavaggio, dans sa préface de la version camusienne du texte de Calderón, pourrait finalement fort bien s'appliquer à Monterland, grand amateur de corrida et auteur d'une quinzaine de pièces. Il aimait aussi le flamenco. Le mot version, mais ils sont loin d'instaurer le même rapport à leurs sources. Le mot version apparaît, on le sait, dès la première phrase des avant-propos respectifs de la dévotion à la croix et du chevalier d'Olmedo. En choisissant le mot version et l'expression texte français 2, Camus souhaite éviter le double écueil que constitue à ses yeux la traduction, qui implique un rapport littéral au texte, mais aussi l'adaptation, qui suggère une prise de distance plus marquée. Alors si ces questions de terminologie sont loin d'être évidentes, on l'a vu ce matin, l'attachement de Camus au mot version est significatif de son exigence de fidélité au texte et de sa modestie. Alors on a vu que cette modestie était traversée par quelques sursauts d'amour-propre, mais voilà, on a un rapport vraiment assez modeste au texte. Camus est soucieux de mentionner l'aide précieuse de ses amis hispanisants dans l'interprétation des textes espagnols, et Camus refuse d'enfermer son projet dans la sphère de l'individualisme créateur. Alors cette humilité et ce souci de fidélité au texte original ne semblent pas animer le moins du monde Monterland, bien plus discret que Camus sur sa connaissance très approximative de la langue espagnole. Je vous renvoie pour cela aux citations 1 et 2 de l'exemplier. Alors, Monterland donc, ne prend pas la peine de mentionner que La Reine morte a déjà été traduite en 1862, et il tire ouvertement sa pièce du côté de la très libre adaptation et même de la création, terme qu'il emploie en 1943 lorsqu'il retrace la genèse de La Reine morte. Soucieux d'asseoir son autorité de dramaturge, il reconnaît, mais alors du bout de la plume,
que la Commedia de Guevara, Reinar después de morir, lui a fourni l'armature de son livre. Armature, certes, qu'il dit avoir gardée, mais en changeant tout ce qu'il y a dedans. C'est la citation 3 de l'exemplier. Alors certes, Monterland s'est considérablement éloigné de la pièce espagnole, mais comme le note André Blanc par exemple dans L'esthétique de Monterland, ouvrage publié en 1995, Monterland conserve certains éléments du texte espagnol, notamment les caractères, en particulier celui du roi, et celui de l'infante, dont en l'expurgeant, il renforce le lyrisme héroïque. La désinvolture de Monterland à l'égard du texte de Guevara s'ancre dans le souhait de se singulariser et de présenter son travail comme celui d'un génie solitaire. Il n'est à cet égard pas anodin qu'entre les deux textes que lui suggérait en octobre 1941 Jean-Louis Vaudoyer, alors administrateur à la Comédie Française, il avait Aimé sans savoir qui, de Lope de Vega, et Régner après la mort, de Vélez de Guevara. Il n'est pas anodin donc que Monterland ait choisi la pièce de l'écrivain le moins connu. Alors que Camus reprend les pièces de deux géants du siècle d'or, Monterland, en s'attaquant à l'œuvre d'un dramaturge un peu oublié, surtout connu pour Le Diable boiteux, roman satirique repris par Le Sage, Monterland, en fait, en choisissant ce dramaturge, cherche, je pense, à avoir une plus grande marge de manœuvre. Et si dans l'édition de La Reine morte, chez Gallimard en 1942, la pièce de Monterland est suivie de Reynard, c'est surtout dans l'intention de faire ressortir les écarts qu'il y a entre les deux textes. L'indifférence altière de l'auteur de La Reine morte vire même à la condescendance, notamment lorsqu'il estime que la production du théâtre du siècle d'or est, je cite, superficielle et sans caractère. Mais alors, derrière ce mépris de façade, je vous rassure, hein, c'est quand même l'idée de se positionner, lui, en utilisant l'adjectif superficiel. Il veut montrer que lui, c'est un représentant du théâtre de la profondeur qui va sonder la complexité et les contradictions de l'âme humaine. Cette insolence à l'égard du patrimoine espagnol n'est pas réservée au paratexte de La Reine morte. 3 ans plus tard, dans la postface du Maître de Santiago, l'auteur affirme que dans ce drame, tout droit bien sûr sorti de son imagination, il n'y a pas un emprunt. Monterland défie d'ailleurs quiconque de trouver dans le romancero l'origine du romance que lit Mariana au début du 3e acte de la pièce. Le romance de Diego Manzon est une pure invention et serait, à en croire l'auteur, d'inspiration moins espagnole que française. Alors je vous renvoie à la citation 4 de l'exemplier. Mariana, donc la fille de Don Alvaro, lisant « Quand Diego Manzon se retrouva dans son cachot, après son évasion manquée, captif de nouveau et blessé, il sombra dans le désespoir, un désespoir sans lumière et sans fond. Mais soudain, il comprit que c'était Dieu qui lui envoyait cette épreuve, comme une marque de sa prédilection. Alors, il baissa les fers qui liaient ses mains, et il s'endormit pacifié. » En fait, c'est le texte que Mariana lit le soir à son père. C'est vraiment là un pastiche de romance auquel dit se livrer Monterland, alors qu'il le fait un peu avec humour, parce que Alvaro demande à sa fille d'arrêter la lecture parce que sinon elle va s'attendrir et verser des larmes. Mais ça n'en demeure pas moins un hommage nostalgique à une littérature qui fait la part belle au sacrifice et au renoncement. Et au service inutile, pour reprendre le titre d'un recueil de Monterland publié en 1935. L'espagnol, il est toujours du côté, pour Monterland, du service, mais aussi de l'échec, de l'inutilité. Et on est aussi en droit de se demander si la négligence de l'auteur du Maître de Santiago à l'égard de ses sources n'est pas une manière pour lui de montrer que finalement, il est dans la droite lignée de la démarche des dramaturges du siècle d'or, à une époque où la notion de propriété littéraire n'existe pas encore, et où les écrivains peuvent piocher dans les romances, les dictons, les chroniques, les épisodes bibliques qui se trouvent à leur disposition. La Commedia, précise Charles-Vincent Hourin, est, je cite, le réceptacle de la culture littéraire contemporaine dans sa totalité. Peu loquace sur ses sources, donc, dans La Reine morte et dans le Maître de Santiago, Monterland ne fait en revanche aucun mystère sur le travail de documentation, cette fois-ci, qu'a exigé l'écriture d'une pièce comme Le Cardinal d'Espagne. L'auteur dit avoir consulté l'Espagne du siècle d'or, ouvrage de François Pietri, publié en 1959, pour écrire sa pièce, et il fait d'ailleurs figurer en tête de ses remerciements Mauricio Tora Ballari, conservateur de la bibliothèque de l'ambassade d'Espagne à Paris, qu'il dit avoir sollicité plusieurs fois au cours de la rédaction de son texte. Cette oscillation entre reconnaissance et ingratitude ne dissonne en rien avec l'alternance. Alors c'est le grand principe de Monterland, l'alternance,
cette ligne sinueuse de conduite de cet aristocrate capricieux qui met un point d'honneur à cultiver les paradoxes. L'Espagne du siècle d'or ne reste pas moins pour Monterland, un grand lecteur de Barrès, un réservoir d'images et de formules. Cette fascination pour le sens de l'honneur et de la grandeur qui émane des pièces espagnoles rapproche Monterland de Camus. Alors en se gardant de caricaturer les motivations des deux écrivains, il s'agira de voir ce que recherche chacun d'entre eux dans le théâtre du siècle d'or, reposant en partie sur le culte de l'honneur et de la grandeur. Alors les notions d'honneur et de grandeur font l'objet d'interprétations différentes selon que l'on se place du côté de Monterland, héritier, nostalgique d'une société stratifiée et d'un ordre chevaleresque, bien plus fantasmé que réel, ou de celui de Camus, boursier, méritant, devenu pour beaucoup un emblème de l'élitisme républicain. La réticence de Monterland à divulguer ses sources se voit contrebalancée par la ténacité avec laquelle il plonge son lecteur dans l'univers du siècle d'or, ensemble de références littéraires certes, mais aussi pour Monterland vraiment pictural et architectural. Dans le recueil d'essais que je citais tout à l'heure, Service inutile, se lit déjà la fascination de Monterland pour l'architecture plateresque. L'université d'Alcalá, l'hôpital de Santa Cruz, à Tolède, qui est marquée à ses yeux, cette architecture, par l'alliance surprenante de l'austérité et de la surcharge ornementale. Dans Le Maître de Santiago, Monterland réitère son amour du style de ce style architectural à travers la description de la salle d'honneur de la maison de Don Alvaro, dans Le Maître de Santiago. En effet, sur les murs dépouillés de cette salle se détachent, je cite, 3 blasons sculptés, tels 3 oasis luxuriantes dans un désert aride. On a bien ce contraste. Mais avant même de pouvoir accéder au drame de Monterland, Le Maître de Santiago, le lecteur est sommé de faire une halte devant l'un des tableaux du Greco conservé au Prado. Le commentaire élogieux que l'auteur, au seuil de sa pièce, fait du capitaine Romero, chevalier agenouillé en remettant son âme aux mains de Dieu, oriente sensiblement la lecture du drame. Monterland tire clairement parti du fait que le gentilhomme du tableau correspond parfaitement au stéréotype de l'espagnol et de son sens exacerbé de l'honneur et du service. C'est également le cas d'un autre tableau, un gentilhomme à la main sur la poitrine, autre tableau du Greco, qui a fait, comme l'autre tableau, Capitaine Romero, ils ont fait tous deux office de couverture à l'édition de poche du Maître de Santiago. J'ai reproduit, voilà, vous verrez à la fin de l'exemplier, il y a ces deux couvertures, ces deux premières de couverture. En fait, je pense que la fraise, cette collerette empesée qui encadre le visage très étiré du chevalier des tableaux du Greco, alors renvoie à cette idée de verticalité qu'on a chez Monterland. On se compare souvent à un aigle dans le ciel, on a toujours cet idéal de hauteur, et ça renvoie voilà, au style collé-monté vraiment qu'il tient à afficher. Monterland trouve dans l'Espagne du siècle d'or la possibilité de cultiver ce qu'il appelle, dans le paratexte de Malatesta, je vous renvoie à la citation 6 de l'exemplier, le ton frais espagnol, pendant outre-pyrénéen du style vieille France, qu'il affectionne particulièrement. L'élaboration du mythe personnel de Monterland passe donc par l'immersion du lecteur dans un monde révolu, où chaque signe, que ce soit les blasons, l'épée, la fraise, fonctionne comme un repère identitaire destiné à conforter l'image de Monterland comme chevalier incompris, égaré dans un monde moderne, privé de toute spiritualité. La démarche, donc, vous l'avez compris, d'auto-héroïsation dans laquelle se place Monterland, qui se projette souvent dans des doubles virils et idéalisés, permet de comprendre aussi pourquoi l'aspect politique et moral des pièces prend clairement le pas sur l'intrigue amoureuse de ces pièces. Le dramaturge se distingue en cela de Camus, qui dans Le Chevalier d'Olmedo reste fidèle à l'entrecroisement des thèmes de l'amour et de la mort qui caractérisaient la pièce espagnole. L'amour passe au second plan dans La Reine morte, et ce en dépit du lyrisme des dialogues entre Inés de Castro et Pedro, le fils du roi Ferrante. En revanche, le porcer quien soy de la Commedia, assez proche, comme le montre Christophe Couder, du noblesse oblige français, ne peut que séduire Monterland, désireux de construire sa posture octoriale sur ses origines sociales. Alors, origines aristocratiques que d'aucuns jugent très douteuses.
Alors je ne vais pas rentrer dans ce débat, hein, je ne suis pas spécialiste genre généalogie, mais voilà, Monterland a souvent mis en avant ses origines nobles, et en disant qu'il était héritier d'une famille de vieilles souches castillanes. Alors il y a certains pamphlets qui ont été publiés hein, pour dire que finalement Monterland serait un bon vieux roturier, mais apparemment il viendrait quand même de la petite noblesse. À une époque où la noblesse, qui n'a plus réellement d'existence sur le plan juridique et social, tend à se confondre avec la bourgeoisie, que Monterland déteste, Monterland fait du sens de l'honneur, dans ce qu'il peut avoir de totalement irrationnel et démesuré, une valeur atavique, un impératif de caste. Et en lisant la dévotion à la croix, en fait, je me disais que Monterland avait une position assez proche de celle de Lizardo. Hein, le frère de Julia définit l'honneur comme l'une de ses obligations de naissance, par opposition à Eusebio, hein, cet enfant trouvé par un berger au pied d'une croix, qui estime, lui, je cite, hein, que la noblesse qu'on hérite ne peut surpasser celle que l'on conquiert. Monterland, hein, qui se dit en toute modestie par la naissance du parti pris du passé, tient bien à s'affirmer comme le dépositaire du sens de l'honneur, valeur ancestrale, dont l'historienne Anne Simonin rappelle qu'elle était sous l'Ancien Régime, un attribut exclusif des ordres privilégiés. Alors si séduisante soit-elle, l'opposition entre un Monterland hautain, qui se grapperait dans un castillanisme poussiéreux, et un Camus progressiste, tirant le théâtre du siècle d'or du côté de l'actualité et du spectacle populaire, s'avère un peu simpliste. Déjà parce que le castillanisme de Monterland n'est pas complètement dénué d'humour. Violemment dénoncé par Roland Barthes à la fin des années 50, le castillanisme à la française est aux yeux du critique symptomatique du théâtre bourgeois et d'une manie bien française qui exige qu'on joue haut et grand. Alors, adepte du genre seigneurial et de la peinture du Gréco, hein, que Monterland qualifie de maître d'élévation, Monterland est clairement visé par Barthes. Mais le dramaturge n'est pas complètement dupe de son propre castillanisme. Dans le paratexte du Maître de Santiago, il reconnaît volontiers que le capitaine Romero du Gréco est candide et émouvant parce qu'il n'a pas l'air très intelligent. C'est la citation 8 de l'Exemplier. Et il affirme également que le théâtre espagnol du siècle d'or, alors formule consacrée mise à distance par l'utilisation de l'italique, se trouve à l'extrême opposé de l'image fantasmée que nous en avons. Je cite, « Où nous rêvons austérité, rigueur, dépouillement, pureté, profondeur, il, le théâtre du siècle d'or, est redondance, faux brillant, préciosité, fatras, et surtout et avant tout, absence de profondeur. » Donc on retrouve toujours cette idée de se placer, lui, comme représentant du théâtre de la profondeur. S'il n'est pas exempt de narcissisme, le castillanisme de Monterland est donc plus subtil qu'il n'y paraît. À l'instar du style plateuresque, dont la surcharge se désigne comme telle en raison de sa proximité avec le dénuement le plus total, l'écriture boursouflée de Monterland, dans ses excès mêmes, recèle une certaine forme d'autodistance. Outre le castillanisme au second degré de Monterland, l'intérêt de Camus pour le classicisme, l'Espagne du siècle d'or, mais aussi la Grèce antique et le grand siècle, mérite d'être prise en compte si l'on ne veut pas enfermer les deux écrivains dans des positions caricaturales. L'attention que Camus porte à l'Espagne qui lui est contemporaine ne doit pas attacher son attachement à la culture espagnole traditionnelle. Camus évoque d'ailleurs non sans humour sa castillanerie, liée, une sorte de fatalité liée à ses origines. La grandeur n'est pas le précaré d'un rescapé de l'ordre ancien comme Monterland, si l'on en juge pour l'attrait de Camus pour l'héroïsme, la tendresse, la beauté, l'honneur, le mystère et le fantastique qui agrandissent le destin des hommes dans le théâtre du siècle d'or. Là où vraiment on voit une différence, je pense, entre Monterland et Camus, c'est vraiment dans la manière dont les deux écrivains envisagent leur rapport à la scène. À l'instar de la Renaissance italienne et de la Rome antique, Monterland est moins porté vers la Grèce que Camus, l'Espagne du siècle d'or, en raison de son éloignement spatial et de son éloignement temporel, offre à Monterland la possibilité de développer ses réflexions atemporelles à travers le destin singulier de ceux qu'il nomme les grands de la terre d'autrefois. Mais là encore, il serait schématique de situer Monterland du côté de l'éternité et Camus du côté de l'actualité. Les pièces espagnoles en pourpoint ou en costume de Monterland sont moins inactuelles qu'elles en ont l'air. Alors les critiques, ce qui est normal, la Reine morte a été représentée durant l'occupation, c'est un grand succès de la période de l'occupation. Donc les critiques n'ont pas manqué d'établir des rapprochements entre le monarque usé de la Reine morte et le maréchal Pétain. Souvent d'ailleurs pour déceler dans le triomphe de la raison d'État un écho à la complaisance de Monterland face à l'occupant allemand. Monterland lui-même, soucieux de se départir de son image de collaborateur,
relie des années plus tard sa pièce, dans l'espoir d'en faire une œuvre critique à l'égard de Vichy. Alors si les tentatives de Monterland pour tirer a posteriori sa pièce du côté du réquisitoire antipétiniste laissent sceptique, les échos au présent, qu'on y a traqués, attestent de la fausse inactualité de son œuvre. Si anachronique il puisse paraître, le castillanisme aussi est étroitement lié au contexte de l'occupation. La vague d'hispanomanie qui déferle sur la France des années 40 atteste en effet du besoin d'évasion d'un public désireux d'oublier les privations de l'occupation. Gisèle Sapiro voit également dans cette hispanophilie une forme d'opportunisme de la part de la droite conservatrice et catholique, qui veut faire honneur au régime de Franco. En revanche, donc si le castianisme de Monterland est tourné vers le passé, mais finalement plus actuel qu'il n'y paraît, Camus, lui, tient à inscrire le Chevalier d'Olmedo et la dévotion à la croix dans un projet de renouvellement théâtral. Ce projet est symptomatique de son refus de voir le patrimoine espagnol se fossiliser, à la différence de Monterland, qui est plus enclin, lui, à verser dans l'académisme pétrifié. Il n'empêche que les deux auteurs se montrent particulièrement sensibles au sacré dans lequel baigne le théâtre espagnol du XVIe et du XVIIe siècle. Alors, je ne reviendrai pas sur l'emploi du terme auto sacramental fait par Camus, mais ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, Monterland l'emploie aussi. Et alors là, sans aucune gêne et sans se dénier la peine d'expliquer ce qu'il entend par le terme auto sacramental. Très souvent, Monterland s'approprie des termes. Je pense qu'il a été séduit par le mot sacré, par la dimension un peu exotique de ce terme. Il aime truffer ses textes de termes espagnols, notamment quand il décrit la corrida. Et le désir d'opérer des regroupements l'emporte souvent chez lui sur la rigueur sémantique. Il explique, par exemple, c'est la citation 11 de l'exemplier, que le maître de Santiago, c'est le troisième de 3 autos sacramentales, dont les autres sont Don Fadric, 4 tracts, commencés et abandonnés en 29. Alors c'est pratique parce que le texte a été perdu, donc on ne peut pas vraiment vérifier. Et Port-Royal, 4 tracts, écrits et achevés de 1940 à 1942. Alors je pense que voilà, ce qui a séduit, c'est avant tout cette référence au sacré, ce désir d'opérer des regroupements dans ses pièces. Et Monterland se définit surtout comme un chrétien du dehors. Alors certes, il dit avoir pris énormément de distance avec son éducation à Sainte-Croix, à Neuilly, mais il baigne dans il a une éducation catholique et il aime le rituel, ce qu'il appelle les rituels, les rites qu'il y a dans la religion chrétienne. Et Monterland distingue dans son œuvre 2 courants, une veine chrétienne et une veine profane. Sauf que bien sûr, le sacré côtoie en réalité très souvent le profane, voire le sacrilège dans son œuvre. Monterland n'est pas loin de faire entrer dans sa trilogie autosacramentale La ville dont le prince est un enfant, pièce austère au sujet sulfureux, les amitiés particulières dans un collège catholique, et puis la pédophilie, puisqu'il y a un des prêtres qui est, donc, a du désir pour un des collégiens. Mais dans cette pièce, on a souvent dit que la sueur et l'encens s'imbriquaient. Voilà, on a ce mélange du sacré et du sacrilège. En tout cas, l'effort de Monterland pour redonner une place au sacré sur la scène française est salué par Camus en 1955 dans sa conférence à Athènes prononcée sur l'avenir de la tragédie. À la différence de Port-Royal, que Camus considère comme une sorte de pastiche du théâtre religieux d'autrefois, le Maître de Santiago comporte déjà, selon Camus, une dimension tragique palpable. Mais cette tension authentique que Camus dit ressentir dans le Maître de Santiago est selon lui biaisée par son expression, je cite, un peu rhétorique et surtout très individualiste. Alors Camus perçoit là toute l'ambiguïté, si on peut parler d'ambiguïté, parce que c'est quand même là, assez visible, la pièce de Camus. Alvaro est-il un nouvel Alceste qui entraîne égoïstement Mariana dans son renoncement au monde, ou plutôt un homme sincèrement épris d'absolu. Bon, Camus, et comme d'autres, comme les critiques, voit clairement plutôt penche pour la première hypothèse. La proté voluptueuse du Maître de Santiago se rattache à l'éthique foncièrement individualiste de Monterland, qui défend un héroïsme individualiste. Et cet individualisme, je pense, trouve un prolongement dans le rapport de Monterland à la scène. Alors que pour Camus, le théâtre est une pratique collective, de bout en bout, Monterland perçoit avant tout le théâtre, l'écriture plutôt du théâtre, comme une activité littéraire et solitaire. Alors dans la préface de La Reine morte, je vous renvoie à la citation 12 de l'exemplier,
Le récit du réveil nocturne, durant lequel Monterland dit avoir reçu soudainement une révélation sur la manière dont il pourrait brancher sur sa vie intérieure les personnages de Guevara, participe de la mythologie de l'écrivain Démiurge. Mais cette magie qui s'opère lors du processus de création menace bien entendu de s'évanouir lors de la représentation scénique. Alors Monterland use d'une métaphore assez parlante, celle de la coiffure, en 1966, pour définir l'art de la mise en scène. La coiffure comme la mise en scène sont susceptibles d'enlaidir un visage qui est au départ très joli. Ça en dit long sur sa hantise de voir son texte mutilé par des metteurs en scène et par des comédiens peu scrupuleux. Au contraire, Camus, en tant que praticien de la scène, refuse de dissocier l'écriture de la pièce de sa représentation. Pour Monterland, l'acteur, même très talentueux, n'est jamais l'âme incarnée du spectacle, formule qu'emploie Camus dans une interview à Paris Théâtre en 1958. Monterland est tout aussi méfiant à l'égard du metteur en scène. En témoigne la fureur dans laquelle le mettent en 1942 les amples coupures que Pierre Dux inflige à la Reine morte sans daigner le consulter. Et si Monterland se délecte du four incandescent que fut en Espagne la Reine morte, sa pièce espagnole, c'est sans doute parce qu'il le conforte, ce four, dans l'idée qu'une pièce, ovationnée dans le monde entier, considérée comme un chef-d'œuvre, peut à tout moment être massacrée par une mise en scène et une interprétation calamiteuse. Je vous renvoie à la citation 13 de l'exemplier. Les longues moustaches pendantes à la gauloise, dont se voit affublé le pauvre roi Ferrante, et le jeu hystérique de la comédienne qui joue l'infante de Navarre, font fuir à grandes enjambées le public espagnol de cette grande ville, dont le dramaturge préfère taire le nom. Je conclue. Alors je dirais en conclusion qu'il n'est pas anodin que Monterland et Camus, ces deux écrivains solaires, j'ai trouvé ça amusant de voir que dans les critiques de ces œuvres très différentes, l'adjectif solaire revenait très souvent. Il n'est pas étonnant que ces deux écrivains aient été aimantés par la jeunesse et la grandeur du théâtre du siècle d'or. Alors jeunesse et grandeur à ressusciter pour Monterland, quitte à verser dans un castillanisme guindé, mais empreint d'ironie et de second degré. Jeunesse et grandeur à insuffler au théâtre présent et à venir pour Camus, convaincu que le sens du sacrifice et de l'honneur peut s'incarner aussi bien sous les traits d'un hidalgo de vieille souche que sous ceux d'une servante illettrée comme la Nancy de Requiem pour une dame. Le couple antinomique tradition-modernité s'avère comme souvent insatisfaisant pour rendre compte de l'ancrage des pièces espagnoles de Monterland dans l'actualité, mais aussi de l'intérêt de Camus pour le classicisme et son art de la litote, figure de style très prisée de ces deux auteurs. À l'instar du football, je dirais que le théâtre du siècle d'or est pour Camus et Monterland un royaume, à ceci près que Monterland, l'auteur des Olympiques, qui posait un regard vraiment de praticien sur le sport, délaisse les questions concrètes et techniques de mise en scène, terrain qu'il juge glissant et imprévisible, et Monterland n'est pas ça, il n'aime pas l'improvisation, et il préfère pour cela prendre ses distances et regarder avec défiance le métier de metteur en scène et le métier d'acteur. Merci.